120 invités à l'intérieur, célébrant le 78e anniversaire de Mamie Mireille. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Mon téléphone vibre dans ma paume. Norbert Perrin, mon directeur des opérations, n'envoie jamais de SMS à moins que ce ne soit urgent. Le bureau du procureur a confirmé que l'audit de Mireille était leur dossier. Le mandat est actif. Cela pourrait arriver ce soir. Mes doigts se serrent autour de l'appareil. Bureau du procureur général. Mandat. Ce soir. Les mots devraient me terrifier, mais au lieu de cela, je ressens quelque chose de froid et de pointu s'installer dans ma poitrine. Justice. Peut-être. Ou vindication. J'ajuste mon blazer Armani à 3000 €, le tissu anthracite ajusté comme une armure. La même famille qui m'a considéré comme un échec il y a 5 ans n'a aucune idée que leur déception dirige maintenant un empire de cybersécurité de 180 millions d'euros. Regardez-moi, je murmure aux marches de marbre, mais même en le disant, mes mains tremblent. Le souvenir me submerge comme toujours. Ce dîner il y a 5 ans. La salle à manger de la famille Lefebvre avec sa table en acajou prétentieuse et son lustre en cristal qui coûtait plus cher que la plupart des voitures des gens. J'avais 26 ans. Désespéré. Croyant toujours que je pouvais obtenir leur approbation si j'essayais juste plus fort. Jouer avec du code n'est pas une carrière, Alexia, la voix de papa portait ce mélange particulier de déception et de rejet que je connaissais si bien. Douglas Lefebvre, magnate de l'immobilier, ne pouvait pas concevoir que la technologie puisse réellement compter. Quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux ? Maman a posé son verre de vin avec un tintement délicat. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ? La spécialité d'Evelyne Lefebvre. La comparaison qui coupait le plus profondément parce qu'elle était conçue pour ça. Mathilde, l'enfant prodige par excellence, se pencha en arrière sur sa chaise avec ce sourire que j'avais appris à craindre. En fait, j'ai peut-être quelque chose pour Alexia. Mon association pourrait utiliser une assistante. À temps partiel, bien sûr. Assistante, à temps partiel, après avoir passé 3 ans à construire des logiciels de sécurité que les entreprises achetaient réellement. Tu vois ? Le visage de maman s'illumine comme si Mathilde venait d'offrir de guérir le cancer. Mathilde veille toujours sur la famille. Le poids de 26 ans s'est abattu sur moi à ce moment-là. 26 ans à être le bouc émissaire de la famille. Celle qui ne pouvait pas être à la hauteur. La déception. J'avais fait des doubles quarts à 16 ans pour payer l'université, tandis que l'éducation de Mathilde était entièrement financée. J'avais écouté pendant des années, pourquoi ne peux-tu pas avoir des 20 comme ta sœur ? J'avais construit quelque chose à partir de rien, et ils appelaient ça jouer. Mais c'est ce que maman a dit ensuite qui a brisé quelque chose en moi de manière permanente. Je veux juste être fière de toi, ma chérie. Est-ce trop demandé ? Je suis fière de toi. 5 mots que j'avais recherchés toute ma vie. 5 mots qu'elle n'avait jamais prononcés. Pas une seule fois. Pas même quand j'ai obtenu mon diplôme avec mention très bien ou quand mon premier client m'a payé 50 000 € pour un audit de sécurité. Le besoin de son approbation avait été ma faille fatale depuis l'enfance. J'étais la fille qui restait debout jusqu'à 3 heures du matin à perfectionner des projets pour des parents qui ne voyaient que les défauts. J'étais l'adolescente qui s'épuisait à prouver qu'elle méritait le même investissement qu'il donnait à Mathilde sans poser de questions. J'étais la jeune femme qui continuait de croire que si j'accomplissais juste assez, si je gagnais juste assez d'argent, si je réussissais juste assez, il me verrait enfin. Mais assise à cette table, regardant la satisfaction suffisante de Mathilde et les expressions soulagées de mes parents parce que leur enfant prodige avait résolu le problème Alexia, j'ai compris la vérité qui allait tout changer. Le jeu était truqué. Il avait toujours été truqué. Ils avaient besoin que j'échoue pour que Mathilde puisse réussir. Ils avaient besoin que je reste petite pour qu'ils puissent se sentir grands. Ils avaient besoin que je reste désespérée d'approbation pour qu'ils puissent la distribuer comme une récompense de conformité. Je me suis levée de cette table en acajou. Le visage de papa est devenu atone de choc. Le sourire de Mathilde a vacillé. Regardez-moi, j'ai dit, 2 mots qui signifiaient tout et rien. Regardez-moi faire quoi ? Construire quelque chose de réel ? Prouver ma valeur ? Réussir sans vous ?
Tout ça. Rien de tout ça. Je ne savais pas encore. J'ai franchi leur porte d'entrée dans la nuit d'octobre. J'ai bloqué leur numéro de téléphone. J'ai renvoyé les cartes de Noël non ouvertes. J'ai construit Vanguard Shield à partir d'un ordinateur portable à 1000 € dans mon studio, codant 18 heures par jour, alimenté par la rage et la détermination. Pendant 5 ans, je me suis choisi plutôt que leur approbation. Ce fut la décision la plus terrifiante et la plus libératrice que j'ai jamais prise. Maintenant, je me tiens devant le château des collines de la prairie, et cette jeune femme terrifiée de 26 ans vit toujours quelque part dans ma poitrine, murmurant que je n'ai pas ma place ici. Que je ne serai jamais assez bien. Que franchir ces portes prouvera qu'ils avaient raison à mon sujet depuis le début. Mais elle a tort. Je ne suis pas la fille brisée qui est partie il y a 5 ans. Je suis A.L. Lefebvre, PDG de Vanguard Shield. Forbes m'a présenté sur sa liste des 35 Under 35, bien que ma famille ne l'ait jamais su parce qu'ils n'ont jamais cherché. Je protège les infrastructures critiques pour 3 régions. J'emploie 47 personnes qui dépendent de mes décisions. Je ne joue plus avec du code. Je gagne. Les portes de l'entrée du château s'ouvrent alors qu'un couple d'une 60aine d'années émerge, la femme serrant des perles qui ont probablement coûté plus cher que ma Tesla. Ils ne me reconnaissent pas, mais pourquoi le feraient-ils? La dernière fois que la haute société de Willow Creek m'a vu, j'étais l'échec de la famille Lefebvre. Ce soir, ça change. Mon téléphone vibre à nouveau. Un autre SMS de Norbert. Tu es sûr de ça? Je peux tout gérer d'ici. Je manque de sourire. Norbert Perrin. La première personne qui a vu ma valeur avant que je ne la prouve. Mon directeur des opérations. Mon ami. Le frère que j'ai choisi au lieu de la famille que j'ai héritée. Il m'a proposé de m'épargner cette confrontation, de me laisser éviter le champ de bataille émotionnel qui m'attend à l'intérieur. Mais fuir prouverait qu'ils avaient raison. Et j'ai fini de fuir. Je réponds, je gère. Parce que c'est le cas. Quoi qu'il arrive ce soir, quel que soit le drame familial qui se déroule, quelle que soit la douleur qui ressurgit, je sais qui je suis maintenant. Je sais ce que j'ai construit. Je sais que ma valeur n'est pas déterminée par des gens qui ne reconnaîtraient pas le talent s'ils débuguaient leur réseau entier. Les marches en marbre sont solides sous mes talons. Le portier hoche la tête respectueusement. À travers la vitre, je vois des parents à qui je n'ai pas parlé depuis 5 ans, tous vêtus de leurs plus beaux atours, tous complètement inconscients que leur monde est sur le point de basculer. Mamie Mireille est là quelque part, le seul membre de la famille qui m'ait jamais vu clairement. Elle est la raison pour laquelle je suis venue ce soir, la raison pour laquelle je retourne dans ce champ de mine émotionnelle. Elle est aussi la raison pour laquelle je sais que j'y survivrai. J'attrape la poignée, et juste un instant, je me permets de tout ressentir. La peur, la colère, l'espoir, le chagrin. 5 ans de silence se terminant en une soirée, la famille qui m'a brisé sur le point de découvrir qui je suis devenue dans la brisure. L'avertissement arrive 3 jours avant la fête de Mamie Mireille, enfoui dans ma boîte de réception du matin comme une bombe à retardement numérique. Mathilde prépare quelque chose de grand pour la fête de Mamie. Elle dit qu'elle va révéler la vérité à ton sujet. Le texto de ma cousine Thérèse interrompt ma tasse de café à mi-chemin de mes lèvres. Je suis assise dans mon penthouse de Denver, 47 étages au-dessus de la ville qui a reconstruit ma vie, et soudain j'ai à nouveau 26 ans. Le cœur battant, les paumes moites, ce nœud familier d'appréhension se formant dans mon estomac. Quelle vérité exposée? Je n'ai parlé à aucun d'entre eux depuis 5 ans. J'ai été en protocole fantôme depuis que je suis sortie de leur salle à manger. Que pourrait Mathilde savoir de ma vie maintenant? Je transfère le message à Norbert Perrin sans un mot. Mon directeur des opérations comprend la guerre familiale mieux que la plupart des gens ne comprennent leur propre carrière. Il a bâti sa fortune en échappant à un clan tout aussi toxique à Boston. Sa réponse arrive en quelques minutes. Je m'en occupe, j'appelle des contacts maintenant. C'est pourquoi je paie Norbert une somme importante. Enfin, l'une des raisons. L'autre est qu'il est la seule personne en qui j'ai entièrement confiance, ce qui en dit long sur ma relation avec mes liens de sang et rien sur ses qualifications. 2 heures plus tard, il est dans mon bureau avec l'expression que j'ai appris à craindre.
C'est le même regard qu'il avait quand il a découvert que notre plus grand concurrent volait notre code. Inquiétude professionnelle enveloppée d'une fureur à peine contenue. Elle a engagé des détectives, dit-il sans préambule. Ridgewell et Hartman de Denver. Une firme haut de gamme, pas bon marché. Ma poitrine se serre. Quel genre de détective? Le genre minutieux. Colton Hartman spécifiquement, ancien du FBI, 20 ans d'expérience, spécialisé dans la criminalistique financière et la vérification d'antécédents. Norbert dépose un dossier Kraft sur mon bureau. La bonne nouvelle, c'est qu'il est éthique, il ne fabriquera pas de preuves et ne violera pas les lois pour obtenir des informations compromettantes. Et la mauvaise nouvelle? Il est très, très bon pour trouver ce qui est réellement là. Je fixe le dossier sans l'ouvrir. À l'intérieur se trouvent probablement des photos, des dossiers financiers, des entretiens avec des employés. L'architecture de ma nouvelle vie soigneusement construite mise à nu pour le divertissement de Mathilde. Elle en sait combien? Le silence de Norbert s'étire trop longtemps. Quand il parle enfin, sa voix porte le poids d'une mauvaise nouvelle livrée en douceur. Elle connaît A.L. Lefebvre. Le monde bascule de côté. A.L. Lefebvre. Mon identité professionnelle. Mon bouclier neutre en matière de genre dans le monde de la technologie. Ma protection contre quiconque reliant le succès de Vanguard Shield à l'échec de la famille Lefebvre. 5 ans de séparation prudente, envolée. Elle sait que tu es sur la liste Forbes. Elle sait pour la valorisation de 180 millions de dollars. Elle sait que tu es PDG. Sa voix devient plus calme. Alexia. Elle sait tout. Je m'enfonce dans ma chaise, le cuir semblant soudain être des sables mouvants. C'est pire que ce que j'imaginais. Mathilde n'a pas seulement découvert que j'existais. Elle a découvert que j'avais réussi. Spectaculairement. Pendant qu'elle jouait les directrices d'association à Willow Creek, je construisais un empire à 1 heure de là. Il y a plus. Bien sûr qu'il y en a. Norbert sort son téléphone, fait défiler quelque chose qui lui serre la mâchoire. L'enquête de Hartman a fonctionné dans les deux sens. Quand il a retracé les sources de paiement de ses honoraires, il a trouvé quelque chose d'intéressant dans les finances de Mathilde. Mon sang se transforme en eau glacée. Quel genre de « quelque chose » 420 000 € détournés de son association sur 3 ans, plus 25 000 € volés à votre fiducie familiale. Il lève les yeux de son téléphone. Hartman est légalement obligé de signaler les crimes financiers graves au bureau du procureur général du Colorado. L'ironie me frappe comme un coup de marteau dans la poitrine. Mathilde a engagé un détective pour me détruire et s'est accidentellement détruite elle-même. L'enfant prodige qui a passé des années à critiquer l'éthique de tout le monde est une criminelle. La sœur à qui tout a été donné volait des dons de bienfaisance et de l'argent de la famille. Quand dépose-t-il le rapport? Il le dépose. Ce matin. L'expression de Norbert passe de l'inquiétude à quelque chose de plus dur. Le bureau du procureur général a confirmé l'ouverture d'une enquête. Cela pourrait entraîner des accusations fédérales de détournement de fonds. Je devrais me sentir vengé. Je devrais ressentir la justice servie sur un plateau d'argent. Au lieu de cela, je me sens mal parce que je sais ce que cela signifie. Le monde parfait de la famille Lefebvre est sur le point d'imploser. Douglas et Evelyn Lefebvre, piliers de la société de Willow Creek, vont découvrir que leur enfant prodige risque 3 à 5 ans de prison fédérale. Leur reine des fondations caritatives est une voleuse. Leur statut social est sur le point de s'effondrer. Et ils me blâmeront. Non pas parce que j'ai signalé quoi que ce soit. Je n'étais pas au courant du détournement avant 30 secondes. Mais parce que je suis le bouc émissaire de la famille, le problème permanent, la fille dont l'existence semble inviter à la catastrophe. C'est suffisant pour que le procureur général ouvre une enquête criminelle. Ils vont agir vite. Y compris à la fête de mamie. Y compris à la fête de mamie. J'imagine la scène. Le château des collines de la Prairie, 120 invités vêtus de leurs plus beaux atours célébrant le 78e anniversaire de Mireille. Mathilde au microphone, se préparant à m'humilier publiquement lorsque des agents fédéraux franchissent ses portes de marbre. La justice poétique serait belle si elle n'était pas si dévastatrice. Mon téléphone sonne.
Numéro inconnu du Colorado, mais je reconnais l'indicatif régional. Willow Creek. Dois-je répondre? Norbert secoue la tête. Rien de bon ne vient de numéros inconnus pendant les crises familiales. L'appel va à la messagerie vocale. Puis un autre numéro inconnu appelle. Puis un autre. Les mots se répandent, je murmure. Probablement Mathilde, appelant des parents pour les avertir de ta tromperie. Elle ne connaît pas encore le procureur général. La voix de Norbert est teintée d'un amusement sombre. Elle planifie toujours son embuscade, sans savoir qu'elle a déjà été prise en embuscade. Mon ordinateur portable émet un son de notification de mail. L'adresse de maman. Le premier contact direct en 5 ans. Sujet, obligation familiale. Alexia. Ton père et moi t'attendons à la fête de ta grand-mère. Quels que soient les jeux que tu joues avec ta sœur, ils doivent cesser immédiatement. La famille passe avant tout, pas tes sentiments blessés. Il est temps de grandir et de prendre la responsabilité de tes choix. Nous discuterons de ton comportement en privé après la célébration. Mère. Je le lis 2 fois, puis ferme l'ordinateur portable. Ils ne comprennent toujours pas, dis-je à personne en particulier. Ils pensent que c'est une question de sentiment et de rivalité fraternelle. Ils pensent que je suis le problème. Tu y vas? La question plane dans l'air comme la fumée d'un incendie de maison. Vais-je entrer dans ce champ de bataille émotionnel? Vais-je affronter des parents qui me considèrent toujours comme la déception familiale? Vais-je regarder Mathilde se faire arrêter à la fête d'anniversaire de notre grand-mère? Oui. Norbert lève un sourcil. Tu es sûr? Je peux tout gérer d'ici. Tu n'as pas besoin de te soumettre à ce cirque. Mais il a tort. Je dois être là. Pas pour la vengeance, pas pour la vindication, pas même pour la justice. Je dois être là, parce que fuir prouverait tout ce qu'ils ont toujours dit de moi. Que je suis faible. Que je ne peux pas gérer les responsabilités familiales. Que je suis le problème. Il y a 5 ans, je suis sortie de leur maison comme un échec. Si je reviens, c'est en tant que succès. Non plus pour leur approbation, mais pour ma propre paix. J'ai passé 5 ans à construire quelque chose de réel, pendant qu'ils jouaient leur jeu toxique. Je dis à Norbert, je ne me cache plus de la vérité. Même si la vérité va détruire tout ce qu'ils pensaient savoir de leur famille parfaite, même si la justice vient avec des menottes et des accusations fédérales, même si rentrer à la maison signifie regarder tout brûler, mon téléphone ne cesse de vibrer. Depuis que nous avons découvert l'embuscade hier, les notifications s'accumulent comme des débris numériques d'une famille que je pensais avoir laissée derrière moi. Notifications sur les réseaux sociaux de parents dont je me souviens à peine. Message WhatsApp du groupe de discussion familiale Lefebvre qui, d'une manière ou d'une autre, inclut toujours mon numéro. Je l'ai fait défiler pendant que mon café refroidit dans la salle de conférence exécutive de Vanguard Shield. La femme de l'oncle Robert publie des mises à jour Facebook cryptiques. Certaines personnes pensent que le succès leur donne le droit d'abandonner leur famille. La cousine Sarah partage des articles sur les valeurs familiales avec des commentaires pointus sur la loyauté. Les miettes de pain numérique de la campagne de Mathilde, préparant tout le monde à la bombe qu'elle compte larguer à la fête de mamie. Le message d'avertissement de Thérèse d'hier semble maintenant prophétique. Mathilde appelle tout le monde. Elle dit qu'elle va révéler la vérité à ton sujet à la fête. La vérité, comme si ma sœur avait une idée de ce que cela signifie. Norbert entre dans la salle de conférence, portant une pile de contrats gouvernementaux d'une valeur de 53 millions de dollars. Système de protection pour les infrastructures de vote dans 3 régions. Un travail réel. Un travail qui compte. Un travail qui maintient la démocratie en fonction pendant que ma famille bavarde à Willow Creek. La campagne familiale s'intensifie, je lui dis en faisant glisser mon téléphone sur la table en acajou. Il lit les messages, sa mâchoire se serrant. Tu veux que notre équipe juridique envoie un ordre de cesser et de s'abstenir? Pourquoi? Dire aux proches que leur sœur qui a réussi pourrait cacher quelque chose? Je me penche en arrière sur ma chaise. Elle est trop intelligente pour quoi que ce soit d'actionnable. Juste planter des graines. Mais le doute s'immisce quand même. Cette vieille voix familière qui murmure peut-être qu'ils ont raison à mon sujet.
Peut-être que construire une entreprise de 180 millions de dollars ne me rend pas digne de respect. Peut-être que je ne fais que jouer avec du code. Mon ordinateur portable émet un son de notification de mail de maman. L'objet dit « Responsabilité familiale ». Je fixe la notification pendant 30 secondes avant de la supprimer sans la lire. Certaines conversations ne valent pas la peine d'être tenues. Le bureau du procureur général a confirmé avoir reçu le rapport de Colton, dit Norbert en s'installant sur la chaise en face de moi. Mais aucun calendrier quant à la date à laquelle ils agiront. Quand? Pas si. La distinction est importante. Les crimes financiers de Mathilde la rattraperont finalement, mais la fête de mamie est dans 2 jours. 2 jours pour le chaos que ma sœur a prévu. Mon téléphone sonne. Numéro inconnu du Colorado. Allô? Alexia. La voix de papa. Grave avec une fausse autorité. Nous devons parler. Je n'ai pas entendu la voix de Douglas Lefebvre depuis 5 ans. Elle semble plus petite que dans mes souvenirs. Moins autoritaire. L'âge, peut-être. Ou la réalisation que ces tactiques d'intimidation ne fonctionnent pas sur quelqu'un qui a bâti son propre empire. À propos de quoi? À propos de quoi? La fête de ta grand-mère. Ta mère pense. Il s'interrompt. Et j'entends la voix de maman en arrière-plan. Perçante et insistante. Nous pensons qu'il serait préférable que tu n'y assistes pas. Le coup familier du rejet frappe ma poitrine. Même maintenant, même après tout ce que j'ai accompli, ils veulent que je parte. La fille gênante qui pourrait perturber leur récit familial parfait. Parce que Mathilde dit que tu as répandu de vicieuses rumeurs selon lesquelles son association a des problèmes financiers. Nous n'avons pas besoin de ce genre de drame à la célébration de Mireille. Répandre des mensonges. La projection est stupéfiante. Je n'ai parlé à aucun membre de ma famille du comportement criminel de Mathilde. 0 publication sur les réseaux sociaux. 0 campagne de ragot. Je suis restée silencieuse pendant 5 ans pendant qu'ils construisaient n'importe quelle version fantastique des événements qui les aidaient à dormir la nuit. Je n'ai rien dit à personne à propos de Mathilde. Je comprends. Crois ce que tu veux, papa. Je te verrai à la fête. Je raccroche avant qu'il ne puisse répondre. Norbert me regarde attentivement. Ça va? Ils viennent de me désinviter de la fête d'anniversaire de ma propre grand-mère parce que Mathilde les a convaincus que je suis une sorte de cerveau criminel. Je ris, mais ça sonne creux. Le système fonctionne parfois, dit Norbert doucement. Mais ça ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à se tenir dans des sables mouvants pendant que ma famille me lance des pierres. Mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois, le numéro me fait bondir le cœur. Mamie. Bonjour, ma chérie. La voix de Mireille, cristalline malgré ses 78 ans. J'ai entendu dire que Douglas t'avait appelé. Il m'a désinvité de ta fête. Douglas n'a pas le droit de désinviter des gens à ma fête. Ni Mathilde, bien qu'elle ait suggéré que je devrais reconsidérer qui y assiste. Le ton de mamie s'aiguise. Comme si j'avais besoin des conseils d'une criminelle concernant les listes d'invités. Criminelle. Le mot a un impact différent venant de Mireille. Pas de spéculation ni d'accusation. Fait. Tu es au courant de l'enquête? Ma chérie, je l'ai commandée. Le monde s'arrête. Quoi? Il y a 2 mois, j'ai commandé mon propre audit de l'association de Mathilde. Quelque chose dans ses finances n'a jamais été clair. Nouvelle Mercedes avec un salaire d'association? Vacances européennes financées par des événements d'appréciation des donateurs? Je suis vieille, pas stupide. Ma grand-mère. Esprit vif, méfiante, protectrice des ressources familiales pendant que tout le monde se laissait distraire par la performance de l'enfant prodige de Mathilde. L'auditeur a tout trouvé, poursuit Mireille. Le détournement de fonds, les dépenses fantômes, l'argent volé à notre fiducie familiale. Quand ce détective privé m'a approché la semaine dernière avec des conclusions similaires, je lui ai partagé mon audit. Cela lui a beaucoup facilité la tâche. Les pièces s'assemblent.
Colton Hartman avait 2 sources de preuves, la piste papier qu'il a découverte et l'enquête indépendante de Mamie. Pas étonnant que le bureau du procureur général ait agi si rapidement. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Parce que je voulais voir jusqu'où elle irait, combien elle volerait, combien de personnes elle blesserait avant que quelqu'un ne l'arrête. La voix de Mireille porte 5 décennies de sagesse familiale. Il s'avère qu'elle prévoyait de te blesser publiquement tout en volant la famille en privé. C'est là que j'ai su qu'elle était allée trop loin. Je me laisse tomber sur ma chaise de conférence, accablée. Je suis juste inquiète, si elle se fait arrêter à la fête, le choc. Pour toi. Que le choc pourrait me tuer? Mamie rit. Alexia, j'ai 78 ans, pas fragile. J'ai survécu à la Grande Dépression, à 3 récessions et à la crise de la quarantaine de ton grand-père. Je pense que je peux gérer le fait d'apprendre que ma petite-fille s'est protégée d'une prédatrice. Prédatrice. Un autre mot qui frappe comme une vérité. De plus, ajoute Mireille, Mathilde ne sait pas que j'ai des copies de tout. Dossier bancaire, fausses signatures, dons détournés. Elle pense qu'elle détient toutes les cartes. Mais je joue à ce jeu depuis plus longtemps qu'elle n'est en vie. Pour la première fois depuis des jours, je souris. Vraiment sourire. Je te vois à la fête, mamie. Je compte dessus. Quelqu'un doit être témoin de la justice rendue. Après avoir raccroché, je reste dans le silence de la salle de conférence, traitant tout. Mathilde a joué sa dernière carte hier soir, menaçant mamie pour me faire taire. Mais elle l'a joué contre quelqu'un qui avait déjà 3 coups d'avance. L'enfant prodige pense qu'elle se protège en menaçant la matriarche de la famille. Elle ne sait pas que la matriarche est celle qui a lancé l'enquête en premier lieu. Norbert lit toujours des contrats gouvernementaux, mais je peux dire qu'il écoute. Tu te sens mieux? Mathilde ne sait pas qu'elle a déjà perdu. Elle le saura bientôt. Je vérifie l'heure. 24 heures avant la fête. 24 heures avant qu'une pièce pleine de parents ne découvre que leur enfant prodige est une criminelle, tandis que leur bouc émissaire est une PDG. 24 heures avant que 5 ans de silence ne se terminent en une soirée spectaculaire. Mon téléphone vibre avec une autre notification de groupe de discussion familiale. Cette fois, c'est Mathilde elle-même. J'ai hâte de vous voir tous demain soir. Il est temps que certaines vérités soient révélées. Je manque de rire. Elle n'a aucune idée à quel point elle a raison. Le soleil se couche sur la silhouette de Denver, projetant de longues ombres sur le siège de Vanguard Shield. 47 employés rentrent chez eux auprès de familles qui respectent leurs contributions. Des contrats gouvernementaux d'une valeur de 53 millions de dollars sont posés sur ma table de conférence, protégeant la démocratie elle-même. C'est ce que j'ai construit pendant que ma famille chuchotait sur mes échecs. C'est ce que j'ai accompli pendant qu'ils élevaient une criminelle. Demain soir, ils comprendront enfin la différence. Mais ce soir, je vais me préparer pour la fête la plus importante de ma vie. Non pas parce que j'ai encore besoin de leur approbation, mais parce que certaines batailles se gagnent d'elles-mêmes quand on arrête de les combattre. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous montrer et de regarder la vérité se dévoiler. Les portes de la salle de bal du château des collines de la Prairie s'ouvrent avec le genre de synchronisation dramatique qui n'arrive que dans les films ou les drames familiaux. J'entre, et 120 conversations s'arrêtent à mi-phrase. Les fourchettes se figent à mi-chemin des bouches. Les verres à vin s'arrêtent aux lèvres. Le silence se répand dans la pièce comme de l'encre renversée. Il s'attendait à ce que je sois brisée. Il me voit à l'épreuve des balles. Mon blazer Armani me va comme une armure ce soir grise anthracite au lieu du noir qu'ils imaginaient probablement que je porterais aux funérailles de ma propre réputation. 5 ans de thérapie et 180 millions de dollars de fortune nette m'ont donné quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre, une confiance inébranlable. De l'autre côté de la pièce, le visage de Mathilde devient blanc crayeux. Elle se tient près de la table d'honneur, un microphone à la main manucurée, clairement prise au milieu des préparatifs de l'humiliation qu'elle avait prévue. Sa bouche s'ouvre légèrement, puis se referme brusquement. Ce n'est pas la femme brisée qu'elle s'attendait à détruire ce soir, mais c'est le sourire de Mamie Mireille qui stabilise ma respiration. Elle est assise à la table d'honneur comme la reine qu'elle a toujours été, ses yeux gris perçants pétillants de secrets. Elle, comme moi,
est l'une des 2 seules personnes dans cette pièce qui sait ce qui est vraiment sur le point de se dérouler. Je ne me précipite vers aucun groupe particulier. Je n'annonce pas ma présence ni n'offre d'explication. Je marche simplement dans l'espace comme si j'y avais ma place, parce que c'est le cas. Le succès m'a appris que la confiance ne consiste pas à se prouver. Il s'agit de connaître sa propre valeur et de laisser les autres rattraper leur retard. Ma cousine Thérèse s'approche la première, son visage rougi par ce qui ressemble à de l'embarras. Alexia, waouh. Tu as l'air, elle gesticule vaguement vers ma tenue, ma posture, l'aura d'autorité tranquille que j'ai apparemment développée. Différente, je termine pour elle. 5 ans, ça fait ça. L'oncle Robert regarde depuis sa table du coin, essayant probablement de réconcilier l'échec familial renvoyé avec la femme qui se tient devant lui dans des vêtements à 3000 €. Je croise son regard et hoche la tête poliment. Il manque de s'étouffer avec son vin. Mathilde retrouve enfin sa voix. Elle tapote 2 fois le microphone, le Larsen coupant les conversations murmurées qui ont repris. Mesdames et messieurs, famille et amis, sa voix porte ce ton de discours public qu'elle a perfectionné grâce à son travail associatif. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement le 78e anniversaire de Mamie Mireille. Nous accueillons également quelqu'un à la maison. L'accent sur « quelqu'un » dégouline d'une fausse chaleur. Je m'adosse au mur du fond, les bras croisés, la laissant se produire. Aujourd'hui, nous accueillons Alexia à la maison, en tant que PDG. Le scepticisme dans sa voix pourrait couper le verre. Plusieurs parents se déplacent inconfortablement. Le visage de papa se durcit depuis sa table près de l'avant. La main de maman effleure son collier de perles, comme si elle vérifiait qu'il était toujours là. Le pivot de Mathilde est plus fluide que je ne l'avais prévu. Elle abandonne l'attaque fondée sur des preuves qu'elle avait planifiées et opte directement pour la manipulation émotionnelle. Mais que vaut le succès lorsqu'il est bâti sur l'ingratitude ? Sur l'abandon de la famille qui vous a élevé, qui vous a aimé, qui ne voulait que le meilleur pour vous. Des murmures d'accord se répandent dans la pièce. Des têtes hochent. La famille Lefebvre a toujours été douée pour le jugement collectif. Le succès sans loyauté familiale n'est qu'un égoïsme sophistiqué. Sa voix devient plus forte à mesure qu'elle sent le soutien de la pièce. Certaines personnes pensent que l'argent les rend meilleures que les personnes qui se sont sacrifiées pour elles. Je ne bronche pas. Il y a 5 ans, ces mots m'auraient écrasé. L'Alexia de 26 ans se serait effondrée sous cette honte publique, se serait efforcée de se défendre avec des explications que personne ne voulait entendre. Mais cette femme est morte la nuit où je suis sortie de leur salle à manger. Ma cousine Thérèse se penche vers moi, sa voix à peine un murmure. Est-ce vrai ce qu'elle dit ? Que tu n'as jamais appelé ? Jamais envoyé de carte ? Tu comprendras tout bientôt, je réponds calmement. Ma réponse posée semble la déstabiliser plus que n'importe quel argument défensif n'aurait pu le faire. Elle s'attendait à de la culpabilité, de la honte, une justification désespérée. Au lieu de cela, elle a obtenu l'autorité calme de quelqu'un qui a bâti une entreprise protégeant les infrastructures critiques de 3 régions pendant qu'il bavardait à Willow Creek. Douglas rejoint la performance de Mathilde depuis sa table. Certaines personnes pensent que le succès excuse l'abandon. Sa voix porte facilement dans la pièce. Mais le caractère ne se mesure pas au compte bancaire. L'ironie serait drôle si elle n'était pas si tragique. Le discours de Mathilde devient plus vicieux à mesure qu'elle sent quelque chose changer dans l'énergie de la pièce. Ses arguments préparés ne portent pas comme elle l'espérait. Quand la loyauté familiale devient gênante, quand la gratitude devient un fardeau, quel genre de personne choisit la fierté plutôt que l'amour ? Mais je remarque l'oncle Robert froncer les sourcils maintenant, la tante Suzanne chuchotant à son mari. La marée ne tourne pas comme Mathilde l'avait prévu. Le mantra interne de la thérapie me traverse l'esprit. Leur opinion de moi ne me regarde pas. Je me souviens de la dernière séance de thérapie avant que je ne décide de venir ce soir, le docteur Martinez, posant la question qui a tout changé, que ferait l'Alexia de 26 ans en ce moment ? La réponse avait été immédiate et dévastatrice. Elle se serait levée, le visage rougi et désespéré, essayant de se défendre avec des mots qu'il ne croirait jamais. Elle aurait énuméré ses réalisations comme un CV, les aurait suppliés de voir sa valeur, aurait prouvé qu'elle méritait leur respect par des réalisations qu'ils ne pouvaient pas comprendre.
L'Alexia actuelle comprend que la preuve vient par les actions, pas par les arguments. La vérité n'a pas besoin d'un avocat de la défense. Alors je me tiens tranquillement près du mur du fond, laissant Mathilde se pendre avec sa propre corde. Chaque mot vicieux en révèle plus sur son caractère que sur le mien. Chaque attaque désespérée montre leurs propres insécurités et préjugés. L'énergie de la pièce change subtilement, à mesure que les invités remarquent le contraste. Les accusations de plus en plus frénétiques de Mathilde contre ma présence calme et sereine. Je ne suis pas l'échec brisé qu'ils attendaient. Je ne me défends pas et ne mendie pas l'acceptation. Je suis juste, là. Confiante. Inébranlable. L'oncle Robert marmonne à sa femme, juste assez fort pour que les tables voisines entendent. Elle ne me semble pas être un échec. Le discours de Mathilde atteint son apogée. Un succès bâti sur l'abandon de la famille n'est pas un succès du tout. C'est juste une trahison sophistiquée. Les portes de la salle de bal s'ouvrent. 19h52. 2 détectives et un enquêteur du bureau du procureur général du Colorado entrent avec le genre de démarche résolue qui coupe l'ambiance de fête comme un couteau dans la soie. Leur badge capte la lumière du lustre alors qu'ils scrutent la pièce. Les conversations s'éteignent à nouveau. Mais cette fois, le silence est différent. Dangereux. La voix du détective principal porte juste assez pour atteindre le microphone. Mademoiselle Mathilde Lefebvre ? Toutes les têtes de la pièce se tournent vers la table d'honneur. Le visage de Mathilde passe de rougi d'indignation vertueuse à pâle comme un cadavre en un clin d'œil. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds et fraude. Les mots frappent la salle de bal comme un coup physique. Quelqu'un laisse tomber un verre de vin. Le bruit du cristal qui se brise résonne sur les sols en marbre. Je regarde depuis ma position contre le mur les menottes se refermer sur les poignets de l'enfant prodige. Le son traverse le soupir collectif des 120 invités stupéfaits. La marche de l'humiliation publique de Mathilde commence. Devant la table d'honneur où Mamie Mireille est assise avec une parfaite contenance. Devant les parents dont la bouche est ouverte sous le choc. Devant les parents dont le monde s'effondre en temps réel. Et devant moi. Nos regards se croisent un bref instant alors que les détectives l'escortent vers la sortie. Je vois la peur, la rage, et quelque chose d'autre que je ne reconnais pas. La défaite, peut-être. Je ne jubile pas. Je ne souris pas. Je suis simplement témoin de la justice enfin rendue. La salle de bal éclate dans le chaos alors que les portes se referment derrière eux. Douglas et Evelyn se précipitent vers moi, leur voix s'élevant dans une confusion désespérée. Que as-tu fait ? Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur ? La voix claire de Mamie Mireille transperce leur panique. Alexia n'a rien fait. Le bureau du procureur général a fait son travail. La vérité est enfin révélée. La conspiration de cécité volontaire de la famille se fissure enfin. Les parents chuchotent frénétiquement. Attendez, si Alexia n'a pas signalé ça, alors qui l'a fait ? Norbert Perrin entre tranquillement par la porte latérale, sa présence confirmant ce que certains invités commencent à soupçonner. Je ne suis plus l'échec familial. Je suis la seule à rester debout. La salle de bal bourdonne de conversations murmurées qui fendent l'air comme de l'électricité statique. Je me tiens près de la table des desserts, observant les membres de la famille se regrouper, leurs voix basses mais leurs gestes animés. Le gâteau d'anniversaire est intact, ses 78 bougies maintenant des flaques de cire froide sur la crème au beurre. 20 minutes se sont écoulées depuis le départ de Mathilde Menotté. 20 minutes depuis que le monde de ma famille s'est grand ouvert. J'ai entendu dire que c'était un détournement de fonds, murmure la tante Patricia à l'oncle Robert, sa voix portant malgré sa tentative de discrétion. 400 000 €, répond Robert, secouant la tête. Bon sang, Patricia, nous avons fait des dons à cette chose. La cousine Thérèse s'approche de moi, le visage pâle. Alexia, je suis tellement désolée. Je n'avais aucune idée de tout ça quand je t'ai averti du plan de Mathilde. Je lui touche le bras doucement. Moi non plus. Pas les détails en tout cas. Mais ce n'est pas entièrement vrai. Je savais que quelque chose n'allait pas. Les pièces s'assemblaient déjà avant ce soir, grâce à l'enquête minutieuse de Colton Hartman.
Le détective privé que Mathilde avait engagé pour me détruire avait découvert bien plus que mon succès commercial. Il avait trouvé ses crimes. Le détective Dubois s'approche de notre groupe, son bloc-notes à la main. Mademoiselle Lefebvre, je dois vous poser quelques questions sur les activités financières de votre sœur. Je n'ai eu aucun contact avec Mathilde depuis 5 ans, dis-je clairement. Je ne savais rien de ses opérations commerciales. Mais vous avez engagé le détective qui a découvert le détournement de fonds? Non, je ne l'ai pas fait. La vérité sonne étrange dans ma bouche. Ma sœur a engagé Ridgewell et Hartman pour enquêter sur moi. Monsieur Hartman a découvert ces crimes en menant cette enquête. Dubois hoche la tête, prenant une note. Des obligations professionnelles l'ont contraint à signaler les crimes à notre bureau. De l'autre côté de la pièce, papa se tient le dos contre le mur, son visage gris comme du béton. Maman est assise sur une chaise que quelqu'un lui a apportée, serrant un mouchoir désintégré à force d'être utilisé. Ils ressemblent à des survivants d'une catastrophe naturelle, ce qu'ils sont, je suppose. Une catastrophe naturelle appelée conséquence. Alexia? La voix de mamie Mireille attire mon attention. Elle est assise à la table d'honneur, portant toujours sa tiare d'anniversaire, l'air plus alerte et lucide que quiconque dans la pièce. Voudrais-tu m'aider avec quelque chose? Je traverse la pièce jusqu'à sa table, consciente que les conversations s'interrompent à mon passage. Il y a 5 ans, ces gens m'ont regardé partir comme l'échec familial. Ce soir, ils me voient comme quelque chose de complètement différent. Assieds-toi avec moi, ma chère. Mireille tapote la chaise à côté d'elle. Je pense qu'il est temps que je partage quelque chose avec tout le monde. Elle se lève lentement, attrapant le microphone abandonné par Mathilde. Sa voix porte clairement à travers le système de sonorisation de la salle de bal. Amis, famille, je sais que cette soirée a été choquante pour beaucoup d'entre vous. Mais je dois vous dire quelque chose d'important. Elle marque une pause, ses yeux rencontrant papa de l'autre côté de la pièce. Il y a 2 mois, j'ai commandé mon propre audit de l'association de Mathilde. La pièce devient complètement silencieuse, même le personnel de restauration arrête de bouger. Je me méfiais depuis un certain temps, Mathilde vivait bien au-dessus de ce qu'un directeur d'association devrait gagner. Ses vacances européennes du printemps dernier, financées, affirmait-elle, par un bonus, ont soulevé des questions. J'ai donc engagé des experts comptables judiciaires pour examiner ses comptes. Le visage de papa passe du gris au blanc. Mère, qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai découvert ce que monsieur Hartman a découvert. Des signatures falsifiées sur des reçus de dons. Des dépenses fantômes pour des événements qui n'ont jamais eu lieu. De l'argent détourné de programmes destinés à aider les enfants à risque. Sa voix se renforce à chaque mot. Étage 25 000 € volés à notre fiducie familiale. De l'argent qui était destiné à mes soins médicaux. Le souffle qui traverse la pièce ressemble au vent dans des feuilles sèches. Mamie Mireille a trouvé des relevés bancaires, j'ajoute tranquillement, ma voix portant dans le silence stupéfait. L'argent de la fiducie familiale a financé les vacances de Mathilde en Europe. Le visage de l'oncle Robert devient rouge. Tu veux dire qu'elle a volé sa propre grand-mère? Tout en critiquant les autres pour leur cupidité, confirme Mireille, tout en se positionnant comme le centre moral de notre famille. Je regarde l'information s'enfoncer. Ces gens ont passé des décennies à considérer Mathilde comme l'enfant prodige, la responsable, la fille qui est restée proche et s'est occupée de sa famille. Apprendre qu'elle a systématiquement volé les personnes même qu'il adorait crée une dissonance cognitive qui se lit sur tous les visages. Maman parle enfin, sa voix rauque. Combien? 420 000 € de l'association, répond le détective Dubois de l'autre côté de la pièce. 25 000 € de la fiducie familiale. Restitution totale de 445 000 €. Le chiffre plane dans l'air comme une guillotine. Nous n'avons pas ce genre d'argent, dit papa doucement. Pas en liquidité. Nous devrions vendre la maison. Je ressens une émotion complexe que je ne peux pas nommer tout à fait. Pas de satisfaction, exactement. Pas de vindication. Quelque chose de plus triste et de plus définitif. La famille qui valorisait les apparences avant tout est sur le point de perdre tout ce qui maintenait ces apparences. Leur maison à 1 200 000 €.
Leur adhésion au club de golf. Leur position dans la société de Willow Creek. Tout cela construit sur une fondation qui vient de s'effondrer. Douglas. Nous devons parler. Le détective Dubois s'approche de mes parents. Le procureur de la République souhaite discuter de coopération dans l'affaire de votre fille. Alors qu'il s'éloigne, tête baissée, je remarque quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 5 ans. L'absence de leur désapprobation ne fait plus mal. Leur opinion de moi, bonne ou mauvaise, n'a tout simplement plus d'importance. Le succès ne m'a pas donné cette liberté. L'argent ne l'a pas acheté. La justice l'a fait. Alexia, ma cousine Thérèse, s'approche hésitante. Je te dois des excuses. Nous tous. Il y a 5 ans, quand tu es partie, nous pensions que tu étais dramatique. Ingrate. Mais voir ça ce soir, comprendre ce que Mathilde faisait vraiment. Tu n'as pas à t'excuser, dis-je, le pensant. Tu as cru ce qui avait du sens en fonction des informations que tu avais. Mais nous aurions dû regarder plus profondément. Aurions dû nous demander pourquoi la fille qui réussissait avait besoin de démolir celle qui luttait. Cela touche plus près de la vérité qu'elle ne le réalise probablement. Les familles comme la nôtre ont besoin de boucs émissaires pour fonctionner. Quelqu'un doit être le problème pour que tous les autres puissent se sentir comme la solution. Mamie Mireille reprend le microphone. Avant que cette soirée ne se termine, je veux dire quelque chose à propos de ma petite fille Alexia. Mon estomac se serre. L'attention publique me semble toujours dangereuse, même quand elle est positive. Il y a 5 ans, elle a quitté cette famille. Beaucoup d'entre vous ont jugé cette décision. Mais parfois, partir est le choix le plus courageux disponible. Ses yeux rencontrent les miens de l'autre côté de la pièce. Elle a construit quelque chose de remarquable pendant ce temps. Une entreprise qui protège la sécurité numérique des gens. Un travail réel qui rend le monde plus sûr. Elle marque une pause et je vois des larmes dans ses yeux pour la première fois ce soir. Je suis fière d'elle. J'aurais dû le dire il y a des années, publiquement, quand cela comptait le plus. Mais je le dis maintenant. Les mots que j'ai passé 31 ans à avoir besoin d'entendre. Pas de maman. De quelqu'un qui m'a réellement vu. 3 heures plus tard, j'aide Mamie Mireille à souffler les bougies de son gâteau d'anniversaire. La fête s'est réduite aux membres de la famille, et l'atmosphère ressemble à l'après-coup d'une tempête. Endommagée, mais plus propre d'une certaine manière. À travers les fenêtres de la salle de bal, je vois les voitures de police partir avec les dernières boîtes de preuves. Mathilde passera les 3 prochaines années en prison fédérale. Papa et maman passeront la prochaine décennie à reconstruire leur vie à partir de zéro, et je continuerai à construire la mienne. Alors que j'accompagne Mamie Mireille à sa voiture, elle me serre le bras. Dans 6 mois, ma chère. Je soupçonne que tu transformeras tout ce désordre en quelque chose de positif. C'est ce que tu es. Elle a raison. Je prévois déjà d'acquérir l'association défunte de Mathilde pour 1 euro et de la reconstruire en tant qu'organisation légitime. L'initiative Lefebvre pour la sécurité numérique aidera réellement les jeunes à risque à acquérir des compétences en cybersécurité. Le succès se construisant sur les ruines de la corruption. La justice rendue avec une touche d'ironie poétique. Parfait. Les rayons du soleil matinal inondent le bureau d'angle, autrefois celui de Mathilde. 18 mois après cette nuit au château des collines de la Prairie, je me tiens dans le siège rénové de l'ancienne fondation Mathilde Lefebvre, désormais l'initiative Lefebvre pour la sécurité numérique. L'ironie ne m'échappe pas, j'ai racheté l'entreprise criminelle de ma sœur pour 1 euro et l'ai transformée en quelque chose qui protège réellement les enfants en ligne. 23 employés travaillent à des bureaux debout là où Mathilde orchestrait autrefois ses stratagèmes de détournement de fonds. Leurs conversations bourdonnent d'un véritable enthousiasme pour les programmes d'éducation à la cybersécurité, les ateliers de codage pour les jeunes à risque et les initiatives de littératie numérique. Le nom Lefebvre signifie enfin quelque chose de positif à Willow Creek. Quelque chose que j'ai bâti sur les cendres de la corruption de ma sœur. Marc Rodriguez, notre directeur de programme, s'approche avec une tablette affichant les chiffres d'inscription. Nous avons 15 enfants inscrits pour l'atelier de samedi. 2 viennent du foyer de groupe de Riverside. Le même foyer de groupe où Mathilde prétendait envoyer des dons qui n'arrivaient jamais. Maintenant,
nous nous présentons réellement. Parfait, lui dis-je, observant un groupe d'adolescents à travers la vitre de la salle de conférence alors qu'ils déboguent leur premier programme de sécurité. Assure-toi que Jeanne ait commandé de la pizza supplémentaire. Mon téléphone émet un son de mail qui me coupe le souffle. La ligne d'expéditeur indique Mireille Lefebvre, résidence service le manoir du soleil couchant. L'objet, invitation à dîner du dimanche. Dîner du dimanche. 6 ans. 6 ans depuis que j'ai reçu une invitation à dîner en famille. Et celle-ci vient de Mamie Mireille dans sa nouvelle installation, pas de Douglas et Evelyne dans leur modeste appartement de l'autre côté de la ville. Le même papier cartonné crème. La même écriture élégante. Mais maintenant, la dynamique du pouvoir a complètement changé. Je le lis 2 fois avant que l'anxiété que j'attends n'arrive jamais. Au lieu de cela, je ressens quelque chose de plus léger. Le choix. L'invitation n'ordonne pas ma présence ni ne manipule ma culpabilité. Elle offre simplement une option, comme choisir entre des restaurants. Je tape « Répondre » et écris. J'ai hâte, mamie. Dois-je apporter quelque chose? Aucune peur. Aucun doute. Aucun besoin désespéré de prouver ma valeur par un comportement parfait. Juste une petite fille disant oui à sa grand-mère parce qu'elle le veut. Le souvenir refait surface sans que je le veuille. 3 mois après le début de la thérapie, le bureau du docteur Martinez avec ses murs gris apaisants et ses mouchoirs stratégiquement placés. Parlez-moi de l'approbation, avait-elle dit. J'ai passé 31 ans à essayer d'obtenir l'approbation de personnes qui n'allaient jamais me la donner. Les mots avaient jailli comme une confession. C'est comme demander des collations à un distributeur automatique en panne. Vous continuez à y glisser des pièces, à appuyer sur les boutons, à ne rien obtenir en retour, mais vous vous convainquez que la prochaine pièce fonctionnera. Le docteur Martinez avait hoché la tête. Que se passe-t-il lorsque vous arrêtez d'alimenter la machine? Vous en trouvez une qui fonctionne. Ce moment décisif où j'ai réalisé que chercher la validation auprès de personnes toxiques n'était pas de la persévérance, c'était de la folie. La liberté émotionnelle de construire son estime de soi par l'accomplissement et le service plutôt que par l'approbation familiale avait mis des mois à se concrétiser. Mais maintenant, elle vit dans mes os. Je n'ai plus besoin de leur fierté, je murmure au bureau vide. J'ai la mienne. La voix de Norbert porte depuis le couloir alors qu'il discute des projections trimestrielles avec notre nouvelle recrue. Le mois dernier, je l'ai promu président de l'entreprise. Notre partenariat professionnel est devenu le genre d'amitié à vie que je n'aurais jamais cru possible. Vanguard Shield s'est étendu à 4 régions, protégeant les infrastructures critiques des cybermenaces, tandis que ses 23 employés aident les enfants à naviguer dans les dangers numériques. La reconnaissance de Forbes a conduit à des opportunités de prise de parole en public sur le leadership en cybersécurité. La semaine dernière, un autre entrepreneur nommé David m'a invité à dîner après ma présentation à Seattle. Non pas parce qu'il voulait quelque chose de mon entreprise, mais parce qu'il admirait la force qu'il fallait pour reconstruire la réputation de ma famille tout en protégeant mes propres limites. Tu sors avec quelqu'un, avait observé Norbert lundi matin, souriant à mon sourire distrait. Peut-être avais-je admis, réalisant que c'était ce que ressentait une attraction saine. Aucun besoin désespéré de prouver ma valeur, aucune anxiété concernant les arrière-pensées, juste 2 adultes qui respectent le travail de l'autre et veulent en savoir plus. Mon téléphone vibre avec un texto de Thérèse, j'ai vu le reportage local sur l'initiative de sécurité numérique. Maman dit qu'elle est fière de ce que tu construis. La tante Sandra, qui ne m'avait pas parlé depuis 5 ans, reconnaissait maintenant que peut-être je n'avais pas été l'échec familial après tout. Même l'entreprise de construction de l'oncle Robert contracte Vanguard Shield pour ses besoins en cybersécurité, leur relation commerciale étant basée sur le respect mutuel plutôt que sur la tolérance familiale obligée. 3 jeunes femmes entrent dans le hall, des cahiers serrés contre leur poitrine comme des boucliers. Elles sont là pour la session de mentorat mensuel. J'ai commencé pour les femmes entrepreneurs confrontées au sabotage familial. Le mois dernier, Sarah a avoué que ses parents avaient qualifié sa boulangerie de « passe-temps qui va te ruiner ». Ce mois-ci, elle annoncera l'ouverture de son 2e emplacement. Le succès est la meilleure des limites, je leur dis alors que nous nous installons dans la salle de conférence.
Non pas parce que l'argent compte, mais parce que les réalisations parlent plus fort que les explications. Elle hoche la tête avec l'intensité de personnes qui ont passé des années à défendre des rêves auprès de personnes déterminées à ne pas les comprendre. Je vois mon moi de 26 ans dans leur visage, cette fin désespérée de validation de sources qui ne la fourniront jamais. L'opinion de votre famille sur votre entreprise n'est pas un reflet de votre entreprise, je continue. C'est un reflet de leur capacité à reconnaître la valeur. Certaines personnes ne peuvent pas voir une forêt parce qu'elles se concentrent sur la critique des feuilles individuelles. Sarah lève la main. Et si elles ont raison sur les risques? Alors vous recherchez, planifiez et atténuez ces risques. Mais vous ne laissez pas leur peur devenir votre plafond. Après leur départ, inspiré et armé de stratégies pratiques, je me rends au manoir du soleil couchant pour le dîner du 79e anniversaire de Mamie Mireille. 8 personnes rassemblées dans la salle à manger de la résidence-service, Douglas et Evelyne notablement absents. Mathilde est en 2e année de prison fédérale, son audience de libération conditionnelle étant encore dans 18 mois. La cousine Thérèse passe la purée de pommes de terre pendant que l'oncle Robert partage des histoires de construction qui font réellement rire Mireille. La conversation coule sur des sujets familiaux normaux, ces histoires sur le club de lecture de l'établissement, mon dernier contrat gouvernemental, protégeant les systèmes de vote dans 3 régions. Pas de drame, pas de manipulation, pas de marche sur des œufs, juste une connexion normale entre adultes qui se respectent. Parle-moi de ce jeune homme à Seattle, dit Mireille avec un sourire entendu. Il s'appelle David. Il construit des systèmes d'énergie renouvelable. Te fait-il rire? Oui. Bien. Le rire est important. Pas d'interrogatoire sur ses revenus, ses antécédents familiaux, son plan sur 5 ans, juste une grand-mère voulant que sa petite fille soit heureuse. En rentrant chez moi à travers le ciel nocturne de Denver, le siège de Vanguard Shield brillant parmi les tours, mon téléphone affiche 17 appels manqués d'un numéro bloqué. Probablement Evelyne, essayant toujours de me culpabiliser pour des obligations familiales qui n'existent plus. Je les supprime sans écouter, de la même manière que je supprime les spams. Un SMS de Norbert illumine mon écran. Le gouvernement vient d'approuver le contrat d'infrastructure de 50 millions de dollars. Félicitations, patron. 50 millions de dollars protégeant la vie numérique des gens contre de réelles menaces. Mon sourire n'est pas lié à l'argent, bien que la sécurité financière soit agréable. Il est lié à la mission, au but, à la connaissance que ma douleur s'est transformée en protection pour les autres. Je me gare dans le garage de mon immeuble et récupère mon journal dans la boîte à gants. La couverture en cuir est maintenant usée, remplie de 2 ans d'aperçus, de percées et d'observations honnêtes. Il y a 5 ans, je suis sortie de la maison de ma famille comme un échec. Ce soir, je suis rentrée chez moi dans ma propre vie en tant que succès. La différence n'était pas l'argent. C'était d'apprendre que certaines batailles se gagnent d'elles-mêmes quand on arrête de les combattre. Mathilde s'est détruite en essayant de me détruire. J'ai gagné en devenant quelqu'un qui mérite d'être protégé. La famille n'est pas celle qui partage votre sang. C'est celle qui se présente quand votre monde